Alors, on va passer tout de suite à la table ronde, on enchaîne. Donc en sachant qu'effectivement, on a toujours les questions des personnes présentes dans cette salle, dans la deuxième salle, parce qu'on a aussi les étudiants de la Toulouse School of Sport qui sont dans la salle derrière pour justement éviter de surcharger la salle. Et nous avons les personnes qui sont en live sur Bisport, donc le réseau social sportif, et qui nous suivent et qui peuvent aussi interagir et poser leurs questions sur le chat. Voilà. Donc peut-être pour lancer un petit peu cette table ronde qui porte vraiment sur les data-driven organization, l'idée c'est, après tout ce qui a été présenté dans cet après-midi, est-ce que vous diriez que ce que l'on vient de voir sur ces stratégies de valorisation de la data, d'exploitation, de captation de la data, est-ce que ça concerne aujourd'hui toutes les organisations sportives? Alors peut-être Charles ou Frédéric pour démarrer. Alors, J'y vais. Alors, alors est-ce que ça concerne alors, je ne suis pas sûr de bien interpréter la question. Oui, tout le monde devrait être concerné. Le sport et au-delà du sport, je disais, moi j'interviens aussi beaucoup dans la plaisance. Je serai demain au Salon du Littoral. Au-delà du sport, c'est le loisir sportif. Et aujourd'hui, en fait, si tous les acteurs ou si certains acteurs oublient de se poser la question de la donnée, je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui eux, n'oublient pas. Et juste pour donner un exemple sur la plaisance, Beneteau est en train de connecter tous ces bateaux parce qu'en fait, eux, ils ont compris que leur modèle économique futur est basé sur le fuel. Le carburant de leur futur modèle économique, en fait, c'est la donnée d'usage des utilisateurs. Ils ne parlent même plus de clients aujourd'hui, ils parlent d'utilisateurs. Donc oui, aujourd'hui, la donnée concerne à peu près tout ce qu'on fait, y compris le sport, y compris le loisir sportif. Et ceux qui oublieraient de s'impliquer là-dedans, je pense, vont se retrouver débordés et vont se retrouver en fait complètement dépassés par ceux qui n'ont de toute façon pas oublié. D'accord, merci Frédéric. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? pour prendre une image, en fait, bon, moi, ma réponse est oui. En fait, je pense que savoir si les organisations doivent ou non utiliser la data pour leur prise de décision et leur stratégie, je pense que c'est à peu près au même niveau que est-ce qu'elles doivent ou non utiliser Internet. Voilà. Nadia. Peut-être sur ce sujet, nous, en région Occitanie, on considère qu'il y a un gros secteur lié à l'économie du sport, qui est par ailleurs un secteur en très très forte croissance, et c'est c'était le cas avant la crise sanitaire, ça le demeure de plus en plus marqué après et la crise sanitaire, ou pendant, je ne sais pas s'il faut dire après d'ailleurs. Dans l'économie du sport, la data, c'est un enjeu clé. Et pour nous, il y a 3 segments de marché importants sur la mobilisation de la data et qu'on adresse tout azimut. Le premier marché, je considère que c'est celui dans la pratique du haut niveau, notamment pour l'utilisation des datas sur le guide de performance, de stratégie dans les clubs professionnels qui ont les moyens et la capacité d'analyser ces datas-là. Un deuxième marché, c'est celui dans la pratique amateur. Il y a ceux que vous avez présentés en tant que Strava. Je pense également à Otacam, qui travaille avec le CNES et qui travaille sur la performance amateur, et notamment qui établit des classements en cyclotourisme qui sont partagés par beaucoup de pratiquants et qui sont d'ailleurs en période post-crise sanitaire de plus en plus nombreux à être sur cette pratique de plein air. C'est d'ailleurs, Otacam, c'est une entreprise qu'on suit et qu'on accompagne, qui a suivi, qui a signé aujourd'hui des accords avec la Fédération française de cyclisme, et c'est très bien, et ils ont d'autres fédérations qui pourraient suivre, et c'est d'ailleurs, je pense, la bonne pratique. Au-delà du soutien des acteurs publics en matière de subventions ou d'apport en fonds propres ou en quasi-fonds propres, il y a le fait de mobiliser sur le territoire national les solutions produites sur le territoire national pour leur donner un élan, surtout quand on voit la concurrence avec les Américains qui se dessinent, et où il y a un soutien, y compris des pouvoirs publics, qui est extrêmement important dans la commande publique. Et le troisième niveau, moi, que je dirais sur la mobilisation des données, c'est tout ce qui est expérience spectateur et comment les clubs
et les associations, donc les pros comme les non-pros, réussissent à mobiliser ces données pour améliorer l'expérience spectateur ou pour valoriser d'un point de vue économique l'expérience spectateur, notamment dans les fan zones ou dans la gestion des fan zones. Et donc sur ces 3 aspects-là, au niveau amateur et fan zone ou spectateur, il y a des modèles économiques qui se développent et qui sont appuyés sur la data, mais évidemment, ça répond à des softwares, des logiciels qui sont différents en matière de performance, à des applications différentes et dont les modèles économiques seront différents, et pour chacune, il faut des accompagnements spécifiques. Alors justement, vous citez Otakam qui était présent l'année dernière sur cette édition de la Méline numérique, parce qu'on était sur la data et la performance sportive, et qui a signé avec la Fédération française de cyclisme pour 8 ans. Donc c'est quand même un contrat qui engage la fédération sur 8 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas davantage justement de partenariat entre ces solutions digitales et les organisations sportives plus traditionnelles que sont les fédérations, que sont les clubs pro, que sont peut-être les plus gros clubs amateurs? Vos réponses m'intéressent beaucoup. Hein. Ouais. Moi, la réponse n'est pas évidente, mais si je devais essayer d'y trouver une réponse qui ait du sens, la première, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les pratiques sportives changent, que ça soit, je ne parle pas de pratiques sportives performance, hein, là je parle de pratiques sportives plus, on va dire loisirs, même loisirs engagés, et le lien entre les nouvelles pratiques sportives et les fédérations est plus aussi tenu que ce qu'il était avant. Avant, les fédérations, par l'intermédiaire des clubs, en fait, structuraient la quasi-totalité des pratiques sportives. Aujourd'hui, on a de nouvelles pratiques sportives qui ont du mal à rentrer dans les cases des fédérations. On peut voir l'exemple du paddle. Le paddle, la question c'est est-ce que ça dépend du surf, est-ce que ça dépend de la fédération de sport en eau vive en fait. Et les gens qui pratiquent le paddle en fait se moquent un peu de la réponse parce que c'est pas leur débat à eux. Donc ça c'est le premier point. Et avec des nouvelles pratiques en fait, on a aussi des pratiquants qui revendiquent une indépendance par rapport à des institutions. Ça, je pense que dans les comportements de consommation aujourd'hui, on voit une vraie défiance des consommateurs, des citoyens, vis-à-vis des institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Et en fait, je pense qu'on retrouve aussi ça dans la pratique sportive, avec une indépendance revendiquée des gens par rapport à des institutions qui seraient des institutions qui structureraient ou qui contrôleraient leurs pratiques en disant en fait j'ai pas besoin de ça pour pratiquer. Et puis la troisième chose, c'est qu'on voit c'est la digitalisation de nos vies, de nos pratiques, et qu'en fait tout ce qu'avant on trouvait par l'intermédiaire d'une fédération ou d'un club, aujourd'hui on trouve une application ou un réseau social ou n'importe quoi en ligne en fait, qui nous permet, qui est un substitut, une alternative à ces institutions qui en fait structuraient ce paysage-là, alors qu'aujourd'hui c'est toujours pareil, c'est cette représentation de la décentralisation des acteurs, où en fait c'est compliqué pour des structures qui avaient un historique très centralisé, très centralisant, en fait de se retrouver, de se repérer et d'avoir des repères par rapport en fait à une multitude d'acteurs qui sont satellisés un peu partout, quoi. C'est la meilleure réponse que j'ai trouvée, Nadège. Merci Charles. Frédéric, est-ce que tu veux rajouter? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Charles vient de dire. Je pense effectivement que peut-être qu'il y a, donc sur un plan, disons, plus international, je pense que peut-être que pour les entreprises très très innovantes, il y a un problème de... Comment dire ? C'est pas un problème de communication, mais c'est un problème d'accès au marché. Et donc là, en fait, je pense que le rôle des institutions locales, des autorités locales, vraiment est très très prépondérant, parce que en fait, il y a cette connaissance du maillage technologique et de l'innovation au sein des régions. Et en fait, effectivement, moi, je pense que les institutions locales en fait, ont ce rôle et ont cette grande place, en fait, à la fois de connaître ce qui se passe sur leur territoire et en fait d'être très
très à la pointe de savoir, de connaître vraiment toutes les innovations qui se passent sur les territoires et de pouvoir en fait être une plateforme de tremplin vers le national ou vers l'international via des conférences par exemple. Une réaction peut-être, Nadia? Oui, par rapport à votre question, initialement c'était comment se fait-il qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives telles que Otakam et de mise en relation entre en fait des startups et puis des fédérations et que tout ça ne fasse pas boule de neige et que ça grossisse pas. Je pense que les raisons qui ont été exposées à la fois par Frédéric ou par Charles sont tout à fait pertinentes. Je pense aussi qu'il y a une raison qui est peut-être commune à toutes les organisations, qu'elles soient sportives ou pas. C'est que si tout le monde considère que le numérique et le digital est très présent dans le quotidien, finalement, appliqué à une filière ou à une profession, ils n'ont pas tous pris conscience de la nécessité d'embarquer le digital. Donc je crois qu'il y a un des risques qui serait de faire comme si tout le monde était convaincu de l'impertinence que de développer une stratégie en matière de digital. Je crois que malheureusement, ce n'est pas le cas, que ce soit dans les milieux de pratiques amateurs ou de pratiques professionnelles. Donc on a toute une nécessité de continuer à acculturer, à sensibiliser sur l'importance et l'usage du digital à des bénéfices de progrès et au service des femmes et des hommes dans ces champs du domaine sportif qui, comme d'autres champs, n'échappent pas au fait que finalement il y a peu de mobilisation à leur sujet. Et côté start-up ou entreprises qui s'inscrivent sur ces données-là, on est face à une concurrence internationale où il y a des géants, principalement chinois ou américains. Par exemple, ces deux territoires, sur les enjeux financiers, sur les levées de fonds supérieurs aux millions d'euros, ce sont ces deux nations qui trustent l'ensemble des projets. Et on a du coup un certain nombre d'entreprises sur notre territoire qui ont des bonnes solutions, mais qui se font doubler pour atteindre des marchés, d'une part parce qu'ils ne sont pas soutenus dans leur propre territoire, en mobilisant leurs compétences, et d'autre part parce qu'ils ont du mal à trouver des appuis financiers, des investisseurs que d'autres trouvent ailleurs. Et du coup, ils peuvent avoir la solution la plus performante techniquement ou technologiquement. S'ils n'ont pas le marché, alors c'est d'autres qui passent devant et qui rayonnent, se mobilisent. Et parfois, dramatiquement, quand nos clubs ou quand nos fédérations se rendent compte qu'il faut basculer sur ces aires-là, ils regardent dans le paysage qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'ils voient émerger. Les gens américains ou chinois qui ont été accompagnés et propulsés, et ils ignorent la solution technologique ou technique de proximité nationale qui est parfois plus performante, mais qui n'a pas bénéficié de la même visibilité. Donc, le rôle, là, des collectivités, et c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a fondé ADOC Sport, la division économie du sport de notre agence de développement économique ADOC, c'est justement pour interfacer précisément ce que vous indiquiez, Frédéric, les startups, des investisseurs potentiels et des usagers que peuvent être les fédérations ou les clubs sportifs. Sans cet interfaçage, aujourd'hui, le dialogue n'a pas toujours lieu. Et donc, d'ailleurs, coup de chapeau au fait que la mêlée, et que dans le cadre de la mêlée, il y ait ce type d'initiative pour en parler. Aujourd'hui, on est quelques-uns à parler Sportec. Ici, il y a d'éminents spécialistes. Mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas tout à fait le sujet qu'on trouve dans les masses médias, qu'on trouve dans les débats sur la transformation digitale. Le sport est souvent largement oublié, et l'économie du sport en général est largement oubliée. Oui, il convient de le rappeler, effectivement. Si je peux aussi rajouter par rapport à cette difficulté et peut-être le fait qu'il n'y ait pas davantage de partenariats, en tout cas de travail, de co-création ou de collaboration entre les startups ou en tout cas ceux qui ont des solutions digitales et les organisations sportives plus traditionnelles que sont les fédérations et les clubs. C'est vrai que ce qui ressort quand on commence à parler de digital avec ces structures, c'est effectivement, c'est pas forcément leur priorité puisqu'ils ont aussi à gérer tout l'aspect résultats sportifs, joueurs, etc. En tout cas, c'est le discours qu'elles ont. Ensuite, une deuxième chose, c'est effectivement le manque de compétences et de connaissances. Et ça, c'est clair que ça reste
pas spécifique au secteur du sport, parce qu'à la mêlée, on est aussi sur d'autres secteurs, on est sur d'autres filières, et c'est effectivement quelque chose qui ressort. Si on parle de la fracture numérique, effectivement, on voit bien que on va avoir aussi du mal, et on a du mal à embarquer tout le monde aussi sur cette transformation digitale. C'est sûr que d'aller acculturer un public quand il manque de compétences, ça devient plus compliqué. Alors quand on parle de data, en plus, on rajoute des termes très barbares, des noms de métiers qui sont nouveaux, avec des noms aussi parfois pas prononçables et souvent anglophones. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, ça crée aussi une barrière quand on essaye de parler, quand on essaye d'acculturer sur la question du digital et de la data. Il y a un point, pour rebondir là-dessus, il y a un point qui me semble très important, c'est que la digitalisation de l'expérience sportive, sur les trois niveaux que vous évoquiez, qu'avait cité Frédéric avant, ça change le temps de l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut avoir une expérience sportive qui va démarrer très tôt, très en amont, qui peut terminer très tard, alors qu'avant, par exemple, les fédérations, par leur club, l'expérience démarrait physiquement une fois qu'on franchissait les portes du club. Alors que maintenant, cette expérience, ce lien avec sa discipline, en fait, démarre bien plus tôt et finit bien plus tard. Alors, du coup, avec les plateformes qu'on a vues cet après-midi, en fait, permettent de faire ça. Mais en fait, ça a un impact considérable sur le rôle et le temps dans les clubs et dans les organisations, parce qu'en fait, ça peut être extrêmement chronophage et il n'y a pas forcément énormément de revenus supplémentaires à faire autour de ça. Donc, il y a un vrai challenge par rapport à ça. Complètement, c'est vrai. Alors, corollairement aussi à cette question de la compétence, on peut aussi revenir au terme de confiance. Quelle confiance, justement, on peut accorder à toutes ces bases de données, au big data, surtout qu'on a très peu de cas d'utilisation. On l'a vu aujourd'hui, ça a été aussi compliqué de trouver des cas à présenter pour pouvoir faire avancer les organisations sportives sur ce sujet et pouvoir ouvrir le champ des possibles. Donc, quelle confiance en fait accorder à ces solutions digitales, mais aussi derrière à ces bases de données, à l'utilisation que l'on a de la donnée et ce qu'elles nous apportent comme valeur et comme sens surtout. Bon, alors déjà, moi, pour avoir travaillé dans des grandes organisations vraiment où la data était le nerf de la guerre, pour moi, vraiment, en fait, la raison pour laquelle il n'y a pas forcément de communication sur la data, c'est que la data, c'est très stratégique, donc très préservé, donc jamais communiqué. Jamais un Amazon ou un Netflix ou une grande entreprise ou même une entreprise très très innovante de niche n'expliquera comment est structurée et quelle est l'architecture de sa base de données. Jamais. Parce qu'en fait, déjà, c'est vraiment toutes les possessions, entre guillemets, j'espère que ça va bien, ce mot-là en français, mais en fait, c'est vraiment toute la propriété de l'entreprise, en dehors de ses brevets, en dehors de ce qu'elle fait, ça réside vraiment dans la data. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que, en fait, les données et les faits, quand ils sont bien utilisés par les dirigeants, en fait, c'est vraiment presque l'unique outil qui est utilisé pour la prise de décision. Et donc, en fait, jamais vous aurez quelqu'un d'une organisation à tech qui vous expliquera de manière très précise, avec plein de schémas, comment ils gèrent leur data, parce que, en fait, c'est confidentiel. Complètement. J'ai peut-être... ouais. Pour les fédérations en France, c'est la même chose. Ah oui, vous essayez de connaître les chiffres des licenciés par fédération, vous ne trouverez pas les chiffres, parce que c'est politique. Alors, je vais juste faire le retour pour le live parce que du coup, ça ne passe que par les micros. Donc, on a effectivement un retour de la salle qui parle notamment de la donnée possédée par les fédérations. Alors, ne serait-ce que le nombre de licenciés, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas forcément divulgué ou partagé aux autres fédérations au sein du mouvement olympique. Récemment, elle a néanmoins été donnée publique pour faire une alerte et pousser un cri d'alarme sur la baisse du nombre de licenciés et la mise en danger du secteur du sport et de son financement. Mais effectivement, ce sont des données jalousement gardées. Après, la réalité, c'est que la problématique que vous posez, elle existe dans toutes les filières. Elle n'est pas propre au sport. Dans l'aéronautique,
le partage de la donnée n'est pas plus commun que vous ne l'avez dans le sport. Il y a des process parce qu'ils sont plus aboutis. Il y a même eu une expérimentation avec Palantir qui met un data lake, donc une mise en commun de data, qui est parfois partagée entre des data qui viennent de Boeing et des data qui viennent d'Airbus. Or, quand on sait les procès, y compris qui les ont opposés au niveau mondial, ça a un caractère surprenant. Mais toute la question après, c'est celle de la qualification, de la valorisation de la data. Et comme ce sujet, il n'est pas très bien maîtrisé dans des filières où c'est moins précoce, la prise en compte de l'importance de la data, les jurisprudences, entre guillemets, sur qui dispose de quoi et qu'est-ce qu'on en fait ensemble, n'ont pas été véritablement mises en œuvre. Après, moi, je pense néanmoins qu'il y a peut-être des conditions d'opportunité qui se créent, d'une part avec les Jeux Olympiques de 2023, puisque ça va être aussi une accélération de tout un modèle. Et puis avec la Covid, pardon de dire ça, c'est malheureux, hein, mais on voit à quel point nos organisations, et notamment les clubs, vont être impactés dans leur modèle économique. Si on regarde sur des clubs qui avaient des modèles économiques vertueux qui s'appuyaient sur la vente de billetterie pour les matchs, c'est plutôt vertueux. C'est-à-dire d'avoir une communauté, un soutien qui achète des billets et du coup, ça rentre dans les recettes des clubs et ça participe du modèle économique. Bon, avec les restrictions de jauge, ils sont extrêmement impactés et ils vont devoir chercher d'autres natures de recettes. Et le digital va apparaître comme une solution qui n'est pas optionnelle, mais qui est salvatrice. Dès lors, les problématiques inhérentes au digital, à la donnée, à qui on adresse, qui sont les cibles, vont peut-être émerger de manière accélérée dans les mois qui viennent. Charles, vous vouliez ouais, sur la question de la défiance, parce que c'est une vraie question, et à partir du moment où l'utilisateur rentre dans un schéma où en fait il crée de la donnée, il crée sa donnée, et sa donnée en fait alimente un système, il faut se poser la question de quels sont les schémas de valorisation de cette donnée-là. Et c'est pour ça que le cas Strava m'intéresse et pas le cas de Runtastic ou le cas d'Edmondo. En fait, je pense que c'est la vision des fondateurs qui est essentielle. C'est pourquoi est-ce que ces entrepreneurs-là en fait, se lancent dans ces aventures-là. Après, je pense que ce n'est pas des philanthropes, les créateurs de Strava, mais quand même, ils font des choix qui sont tous sauf faciles. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le choix facile de valorisation immédiate de la donnée personnelle. Ils font des choix en disant la donnée de notre communauté doit d'abord servir notre communauté. Tant qu'on arrivera à maintenir ce cercle vertueux-là, cette stratégie de bienveillance et d'impact positif auprès des gens qui créent la donnée, on peut créer de la confiance. À partir du moment où en fait, on se dit qu'immédiatement la donnée, notre donnée, que ce soit une donnée physiologique de performance ou une donnée de consommation média, et qu'on se dit qu'elle n'a qu'un but en fait, c'est essayer de nous vendre toujours plus, on aura des mécanismes de défiance qui vont toujours plus s'accentuer. Alors après, on ne va pas parler des Amish et des lampes à l'huile, mais je trouve ça intéressant aujourd'hui le débat qui se crée sur c'est équivalent sur la question de la 5G. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de passer à cette technologie-là, ce palier technologique-là? Moi, je suis technophile, j'ai pas trop de soucis avec ça, mais je trouve les questions intéressantes et je pense qu'on doit quand même s'obliger à avoir des réponses qui soient convaincantes et de montrer que le but de tout ça est quand même un but de bienveillance, c'est un but de création de valeur globale et pas seulement un but de création de richesse de quelques-uns, quoi. Alors,
Peut-être une dernière question avant que l'on passe aux questions de la salle, puisqu'il est bientôt 18h15. Du coup, pour une organisation sportive, une fédération ou un club pro qui, à un moment donné, souhaiterait se lancer dans ce projet Big Data, quelle pourrait être la première étape? Quelle pourrait être l'approche qu'elle peut avoir? Alors, imaginons en plus que ce soit un salarié de ces organisations-là qui doit aussi convaincre à un moment donné son management et éventuellement ses dirigeants d'organisation, son président. Quels seraient vos conseils? Qui viennent nous voir. Quels seraient nos conseils? C'est une bonne question. Alors mon conseil, en fait, il serait un peu détourné, et après je reviens. Moi, si j'étais eux, je me poserais la question vraiment très précise sur la stratégie. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils savent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et surtout, quels sont les problèmes qu'ils ont maintenant? Et en fait, en considérant que la data est un outil qu'ils ont dans tout leur éventail d'outils qu'ils ont, comment en fait ils peuvent utiliser des données, des stats, des faits, des choses précises pour en fait en plus de ce qu'ils utilisent déjà pour la prise de décision. Ensuite, d'un point de vue très concret, je regarderai quel est l'état de leur fichier ou de leur base de données. Est-ce que c'est sur des fichiers Excel? Est-ce que la base de données a été mise à jour? Est-ce qu'il y a 50 versions d'une même base de données qui n'a jamais été mise à jour depuis 2 ans? Ou est-ce qu'il y a 50 fichiers? Et voilà, j'essaierai de regarder s'il n'y a pas un moyen finalement de simplifier et de regrouper ce qu'il y a déjà dans l'organisation. Et ensuite de voir comment on peut travailler avec ça déjà, et de voir aussi par rapport aux problèmes que l'organisation a ou aux besoins que l'organisation a, est-ce qu'il n'y a pas d'autres données et d'autres informations qu'ils auraient besoin de collecter parce qu'ils ont un besoin précis. Voilà. Et donc, première étape, déjà réaliser qu'il y a un certain nombre de data qui ne sont pas forcément structurées au sein de l'organisation. C'est déjà prendre conscience de ce volume, peut-être d'apporter une certaine structure à cette architecture de données. Oui, c'est une donnée client. Si c'était une entreprise, on appellerait ça une donnée client. Donc là, c'est une donnée pratiquant. Ne serait-ce que de mettre en valeur, nous on travaille sur des questions de mise en scène de la donnée, permet de comprendre en fait ce qui se passe. Alors je reprends l'exemple de la Plaisance, on a travaillé avec les ports pour essayer de comprendre comment se passait le phénomène de renouvellement de la clientèle de la filière. Avant, tout le monde donnait son avis. On a travaillé avec les ports pour en fait repartir sur des faits. Et l'avantage de la donnée, c'est qu'à partir du moment où on s'astreint à une certaine discipline, cette donnée-là nous permet d'avoir une vue dynamique et du coup d'anticiper des tendances et de voir en fait qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça se passe, à quelle vitesse ça se passe, pour ensuite définir des stratégies, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, est-ce qu'on a envie de rajeunir nos pratiquants, est-ce qu'on a envie d'avoir de plus en plus de femmes sur certains sports, des choses comme ça. Et du coup, ça va permettre déjà de poser un constat qu'aujourd'hui on a peut-être du mal à poser, factuel, avec ces données-là, et ensuite de mesurer l'efficacité des stratégies qu'on pourrait mettre en place. Et le dernier point, c'est votre question, en fait, c'est une super question, et nous, la réponse qu'on a quand on travaille avec des entreprises, s'il faut faire des quick wins, pour le coup, un petit anglicisme de fin, la donnée permet en fait assez rapidement d'apprendre plein de choses, et du coup, ne serait-ce que de montrer à tous les membres de l'organisation que la donnée permet d'apprendre des choses et de faire des choses qu'on ne savait pas faire sans cette donnée-là, en fait, ça donne de l'envie, ça donne la curiosité. Souvent, donc, quand on intervient sur la question de la donnée et après derrière les questions d'intelligence artificielle qui arrivent assez vite sur la valorisation de la donnée, ne serait-ce que pour les gens comprendre le champ des possibles, en fait, c'est déjà une fois qu'on leur a expliqué ce qui était possible de faire, ce qui était envisageable de faire. En fait, les gens en fait, se surprennent à avoir une ambition folle d'amélioration de leur organisation, d'amélioration de leur processus, de création de nouvelles offres à destination de leurs clients ou de leurs adhérents. Et en fait, ça crée un cercle hyper vertueux, hyper dynamique et super positif. Et ça marche bien. C'était le point de la journée, justement, aujourd'hui, de pouvoir ouvrir le champ des possibles, de pouvoir montrer différents cas d'application possible de la data. Donc oui, je partage complètement. Et après, peut-être ce que je peux rajouter avant de vous donner la parole à Nadia, c'est aussi peut-être de sortir de l'entre-soi.
parce qu'on remarque que le mode traditionnel de fonctionnement des organisations plus traditionnelles, c'est quand même de fonctionner en silo, en vertical, et de fonctionner qu'ensemble, alors éventuellement entre fédérations, mais de rester à l'intérieur du mouvement sportif. Et on ne peut que gagner à un moment donné à aller s'ouvrir vers des entreprises, des startups, vers des gens qui aussi apportent des solutions digitales. Alors j'entends notamment pour Bisport, j'ai beaucoup de retours de fédérations qui me disent c'est génial parce que, c'est un exemple, hein, c'est génial parce qu'effectivement ils ont leur solution qui est créée, mais continuellement il y a des allers-retours entre ma fédération et Bisport pour pouvoir améliorer ce réseau social de manière à ce que réellement ça réponde à mon besoin et pas le besoin qu'ils ont éventuellement imaginé pour moi. Donc il y a tout intérêt effectivement à s'ouvrir, notamment par le biais des incubateurs comme Adoc Sport pour la région Occitanie et d'autres, le tremplin sur Paris, etc. Il y a aussi intérêt effectivement pour les organisations plus traditionnelles du sport d'aller s'ouvrir et d'aller voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à avoir une cartographie exacte de toutes ces innovations du sport en France. Alors j'en profite pour saluer le remarquable travail de Arnaud Sauroy qui a fait justement cette infographie et qui présente des solutions digitales à destination des clubs sportifs. Donc vous pourrez la retrouver sur internet sur Arnaud Sauroy, et il l'a fait avec ses étudiants de la faculté des sciences du sport de Poitiers et de l'Observatoire. Voilà, donc c'est vrai que toutes ces initiatives-là permettent petit à petit de rapprocher deux mondes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer à la base, mais qui ont tout à gagner à travailler ensemble. Donc Nadia, je vous laisse le mot de la fin avant qu'on passe. Ah non, je ne prendrai pas cette responsabilité. Puis de toute façon, il y a plein d'interventions pertinentes. J'ai vu dans la salle à côté, je ne veux pas balancer, mais je ne sais pas s'ils y sont toujours, mais ils étaient hyper bien installés sur des gros poufs. Et donc, je sais pas s'ils nous suivent toujours et s'ils auront plein de questions ou si là, leur venant... ils sont plus trop sur le big data. Moi, je crois que ce que vous avez indiqué, toutes et tous, notamment sur la nécessité du dialogue entre les métiers, alors là, en l'occurrence, c'est ceux du mouvement sportif et le numérique, ça me semble majeur. Et c'est une évolution, en réalité. Il y avait une période où le numérique considérait qu'en tant que numérique et professionnel numérique, quel qu'il soit, que ce soit... du web développement, de la cybersécurité, etc. Le numérique avait la réponse pour tout. Et d'un autre côté, on avait les métiers qui considéraient que personne d'autre pouvait connaître leur métier et donc être en capacité de faire évoluer l'organisation. Et là, d'un côté comme de l'autre, on commence à se rendre compte de plus en plus que le numérique sera parfaitement efficace que s'il s'associe à celui ou celle qui connaît le métier. Et le métier se rend compte qu'il sera plus efficace s'il s'associe avec des compétences numériques. Et donc, cette vision du collaboratif, de la fédération des acteurs que porte d'ailleurs la mêlée depuis 20 ans, qui était vu comme un discours plutôt positif, mais peut-être partagé par quelques idéalistes minoritaires. En tout cas, ça pouvait être perçu comme ça, en disant, bon, c'est vachement bien, c'est porteur de belles valeurs, mais en mode business, on ne va pas le faire. Aujourd'hui, il y a le constat et la preuve qui est donnée que c'est réellement parce qu'on associe les compétences du numérique aux compétences métiers que ça deviendra réellement des solutions performantes pour l'ensemble des acteurs. Et donc, l'effort qu'on doit faire collectivement maintenant, c'est de trouver ces lieux de dialogue et de sensibilisation mutuelle pour qu'il y ait une compréhension et un dialogue commun. Et que le sport, qui utilise aussi un vocabulaire jargonnant, il n'y a pas que le numérique, soit en capacité de vulgariser et de partager un langage plus commun, de la même manière que le numérique doit s'astreindre à le faire. Et c'est là que peut-être des acteurs publics qui n'ont pas d'autre intérêt que de faire en sorte que les gens se rencontrent et que ça produise, peuvent jouer le rôle de tiers de confiance, que ce soit sur la data ou sur la protection des intérêts de chacune des parties des acteurs. Et c'est là le rôle non seulement des incubateurs, mais aussi, et me semble-t-il, et c'est un peu le chaînon parfois manquant, celles et ceux qui seront en capacité de mettre des investissements publics et ou privés sur des projets tels que celui-ci. Mais ce dialogue-là, il commence à se nouer
et il faut l'amplifier très très fortement. Et moi, je suis ravie qu'il y ait des réseaux qui soient dédiés. Je le serais encore plus s'ils ne donnaient pas parfois le sentiment que c'était une élite plus avancée que d'autres qui sont en capacité de mobiliser ces solutions, parce que la question de la confiance que vous avez abordée tout à l'heure, la question du coût et de à qui ça bénéficie est toujours une question qui est suspecte et de manière fondée. Est-ce que ça bénéficie aux pratiquants, aux clubs ou à un modèle financier dont d'ailleurs les techniques et technicités échappent largement à la souveraineté et qui finalement nourrissent des modèles financiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec le modèle sportif, rien à voir avec l'éthique et au progrès social et humain, et qui sont finalement des nouvelles filières, des nouveaux créneaux émergents pour des GAFA déjà bien implantés dans d'autres secteurs et qui voient là une niche assez profitable. Merci. Alors juste pour rebondir, c'est vrai que sur la collaboration, il y a un exemple et il sera présenté demain lors de la mêlée numérique, puisque demain c'est la journée data à la mêlée numérique et pas spécifique à un secteur, et il sera présenté les résultats d'une étude qui a notamment été soutenue par la région et par les différents réseaux économiques et acteurs du digital de la région, dont la mêlée, mais pas que. Il y a aussi Digital 113, Leader et d'autres réseaux économiques bien connus de la région Occitanie, pour justement aller évaluer la maturité data des entreprises basées en Occitanie et éventuellement arriver à la création d'un observatoire data. Donc tout ça serait présenté demain en présentiel sur Toulouse ou en live pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Mais voilà, un exemple justement de ce qui se fait en matière de collaboration. Déjà, aller récupérer la data, on en est où de nos entreprises sur le territoire en matière de data pour pouvoir ensuite déterminer ce qu'il est possible de faire. Je vais passer aux questions-réponses puisque c'est déjà plus que l'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Dans la deuxième salle, les étudiants, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur Bisport, comme on a dit. En général, ils veulent savoir si c'est noté. C'est la première question. Je peux éventuellement faire des notes. Non, je vois qu'ils interagissent sur le chat, mais pas de questions particulières. Juste un retour sur les données des licenciés. Effectivement, on a des données sur le nombre de licenciés par fédération, mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire, on est en capacité de dire le nombre de licences, mais pas de licenciés, en sachant qu'on peut très bien avoir une double ou une triple licence et on n'est pas en capacité de savoir combien de personnes, combien on a de licenciés. Je me trompe peut-être, mais ça m'étonnerait que le ministère ne sache pas ce type de données. Alors peut-être que ce n'est pas communiqué. Non, mais c'est pas parce qu'on ne trouve pas qu'elle n'existe pas. On est d'accord. Vous avez parfaitement. Je m'appelle aussi Frédéric, mais moi c'est si tu veux. Moi je suis vice-président de Sponsora, l'organisation de l'économie du sport à Paris et toulousain. Je suis l'un des deux membres hors périph' du conseil d'administration. L'autre c'est Jean-Marc Mossi, qui a pour venir avec moi. Qui est le président de Adoc Sport. Non mais je pense que d'abord merci pour la qualité du débat, parce que certes on n'est pas nombreux ici, mais il y en a plein partout, ça on a bien compris, et honnêtement c'est un super débat sur la thématique, vos interventions à tous ont été top. Moi ce que je pense c'est qu'il y a une vraie opportunité, puisqu'aujourd'hui on voit bien que le financement public territorial a été énormément au soutien de la crise que vivent toutes les organisations sportives. Je serais plus relatif jusqu'à présent sur le financement de l'État, ça c'est un autre débat, on ne va pas l'ouvrir là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la construction d'un New Deal, et en tout cas une évolution du deal traditionnel de on finance les fédérations, qui pour moi sont nécessaires. Moi je fais partie des gens qui tiennent à ce modèle de fédération, mais il faut le faire. Et je trouve que la Covid, c'est vrai, est venu percuter tout ça et donner des opportunités. Il n'en demeure pas moins que pour avoir rénové le marketing et la stratégie de 14 fédérations depuis 25 ans, il faut quand même être sérieusement armé de courage. Et donc ça passe par la formation, ça passe par la formation aussi, certes des fédérations, mais des bénévoles qu'il faut faire monter en puissance. Et si on arrive à mettre, si le numérique arrive à générer, j'adore ce que vous avez dit de dire, au fait de vraiment lier les deux, c'est d'ailleurs le mouvement associatif qui se charge de l'humain et le numérique qui arrive avec ses connaissances pour aller plus loin, là on a une fenêtre de tir. Et je vous rejoins Charles, quand vous dites qu'aujourd'hui, les
sur cette évolution du modèle économique, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique, jusqu'où on peut aller, comment on va former nos bénévoles et ainsi de suite. Et il y a vraiment une fenêtre de tir qui est exceptionnelle. Voir des énergies comme ça rassemblées, ça fait bien, comme Dominique Pont ce matin l'a fait pour l'Assemblée, du même acabit, allons-y gaiement, parce que de toute façon, en pleurant, on ne fera rien, et en étant positif, on risque peut-être de faire quelque chose. Merci beaucoup pour ce retour. Si vous me permettez, alors je suis désolée parce que ceux qui sont sur Bisport n'ont pas entendu l'excellente intervention de la salle. Il a notamment été question, mais pas seulement, donc je suis réductrice dans ce que je reprends de vos propos, je vous prie de m'en excuser. Vous avez notamment mentionné la nécessité de la formation dans les clubs et au sein du mouvement sportif, et vous avez parlé des bénévoles. Et je crois que c'est là un peu la singularité de l'évolution qu'on doit prendre en compte quand on parle de la data et du sport. Parce que particulièrement sur le mouvement sportif, la part des bénévoles est extrêmement importante dans le volume des acteurs du mouvement sportif. Et c'est plus marqué que dans d'autres secteurs d'activité. Or, même dans les organisations, aujourd'hui, salariales, humaines, type organisation, nous ne disposons pas toujours de diagnostic des compétences numériques des personnels. Même, je peux vous dire, au sein d'une institution comme la collectivité régionale, sortie de la direction des services informatiques, de quelques c'est pareil en entreprise. Hein. Voilà, mais je le sais, je le regrette. Il n'y a pas forcément de diagnostic des compétences numériques. Et je crois que ça serait, dans une logique d'inclusion et de fidélité aux valeurs qui sont véhiculées par le mouvement sportif, et notamment de vision universaliste du progrès lié au numérique, il serait indispensable qu'un des éléments préalables au développement des pratiques, ça soit aussi ce diagnostic et le fait d'élever les compétences de tous les acteurs du mouvement sportif pour que personne ne reste au bord de la route de cette aventure-là. Et aujourd'hui, il y a des techniques, des outils, y compris numériques, type des MOOC, les spots pour ceux qui peuvent les financer, etc. Mais enfin, des outils d'apprentissage et de diffusion. Bref, l'éducation populaire en mode 2020 qui devrait être mobilisée pour que finalement l'importance du numérique elle soit partagée non pas par quelques experts ou par une avant-garde éclairée, mais aussi par le plus grand nombre de ceux qui sont mobilisés dans le mouvement sportif. Pour ça, il y a des outils. Il faut quand même un peu de volontarisme politique et de volonté globale de pouvoir les mettre en œuvre. Alors, je partage complètement sur la formation parce qu'on a aussi au niveau de l'AFDAS, qui est l'OPCO de référence pour le sport, quand on regarde effectivement les orientations en matière de formation qui vont être financées et qui sont proposées dans le catalogue de formation de l'AFDAS, effectivement, il n'y a rien en rapport avec la stratégie digitale, mis à part les réseaux sociaux. Donc quand on regarde aussi les catalogues de formation des fédérations, c'est très pauvre en matière de digital. Et quand on va au niveau des comités régionaux olympiques et sportifs, alors si en Occitanie, effectivement, on a des formations sur les clubs connectés, donc sur les stratégies digitales des clubs, mais sur d'autres comités régionaux, ça n'existe pas encore. Donc effectivement, on parle d'aller former, mais on voit bien que l'offre de formation, elle est encore très pauvre. Et pourtant, derrière, c'est de la formation qui peut être financée à la fois pour les salariés, mais aussi pour les dirigeants à responsabilité des organisations sportives. Juste à l'international aussi, c'est un peu nouveau. Hein. Voilà, moi, j'ai travaillé avec les fédérations sportives à Lausanne pendant longtemps. Et en fait, effectivement, la raison principale pour laquelle ils ont commencé à lancer des plateformes de e-learning, c'est que finalement, ça leur coûtait très cher d'organiser des séminaires avec tout le monde et qu'en fait, ils avaient un problème de transmission, comme on disait que les autorités locales étaient le messager. Ben là, en fait, ils n'avaient pas de messager, en fait, pour transmettre leur savoir vers des publics qui n'étaient pas forcément des institutionnels et qui n'étaient pas forcément géographiquement proches. Et effectivement, ces technologies de e-learning permettent vraiment en fait d'avoir la connaissance et le savoir. Bon, là, on n'est pas vraiment dans la data, on est vraiment encore plus loin. Mais finalement, effectivement, ça permet à tous les acteurs vraiment des différentes régions du pays ou même plus loin d'avoir un accès à la connaissance. Et ça, c'est vraiment
un aspect du digital. Je suis convaincue que le Covid va être là pour le coup une opportunité pour augmenter la création d'offres et l'accessibilité de la connaissance auprès des publics plus ou moins seniors, plus ou moins avertis dans le sport et dans d'autres disciplines. Alors, je vais clôturer ici cette table ronde et cet après-midi sport connecté spécial data. Donc, l'idée, effectivement, était d'être sur l'acculturation à la data. C'est aussi l'émission de la mêlée d'être sur cette acculturation digitale et à la data. Donc, fidèle à cette mission-là, on l'a appliquée au domaine du sport. Ça faisait suite aussi aux nombreux événements qu'on a eus aussi au niveau de la mêlée, et notamment l'année dernière, où on était vraiment axé sur la performance sportive. Donc je parle juste de la prochaine action de la commission sport connecté de la mêlée, donc qui sera le 7 novembre à Montpellier, avec notre partenaire et adhérent Hérosport, dont on a ici un représentant, et qui portera justement, alors toujours sur cet aspect transformation digitale, mais pas par une entrée outil numérique, mais plus une entrée organisationnelle et comment on travaille ensemble. Donc avec une première table ronde sur comment développer l'intelligence collective au sein d'une organisation sportive, comment travailler ensemble et comment travailler avec l'extérieur aussi. Et ensuite, une deuxième table ronde un peu prospective sur est-ce qu'un club ne serait pas en quelque sorte un tiers-lieu sportif. Donc avec notamment des éclairages de tiers-lieux, éventuellement aussi avec Réseau, qui est le réseau des tiers-lieux des incubateurs en Occitanie, piloté par la région et ADOC. Voilà, donc deux sujets qui nous sont chers aussi et qui rentrent aussi dans cette transformation digitale, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'outils, mais il ne faut pas l'oublier que cette transformation digitale, et on l'a vu aujourd'hui, ça passe avant tout par l'humain. Donc on aura cette entrée humaine la prochaine fois. Bon écoutez, je vous remercie tous pour votre présence dans les deux salles aujourd'hui et sur le live Bisport. Et je remercie très, très, très chaleureusement nos intervenants en présentiel, donc Charles Pourreau, Frédéric Delage, et merci beaucoup Nadia Pelfrich de votre présence. Évidemment, un grand merci à nos intervenants en distanciel qui ont pu aussi partager leurs connaissances, leur expertise. Ça n'a pas été facile de trouver un des cas, mais aussi des gens qui veuillent être dans ce partage de connaissances et qui n'étaient pas sous couvert de confidentialité ou autre raison. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis